Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi un jeu qui a passé sous le radar de plusieurs et qui a pourtant été acclamé par plusieurs reviewers ludiques bien connus du côté anglophone. Du moins, c'est un jeu qui est tout de même assez difficile à trouver. J'ai déniché une copie à la boutique L'Imaginaire de Québec tout dernièrement. Je vous parle de Pandoria, ce jeu qui me semble très intéressant. Alors sans plus attendre, allons voir ce que ce jeu nous réserve. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Alors nous voici devant la magnifique boîte de Pandoria et oui, c'est bien la première chose que je veux souligner, l'aspect visuel et esthétique de la couverture qui est à couper le souffle, c'est magnifique. C'est le genre de boîte que je voudrais mettre bien en vue dans ma bibliothèque pour que tout le monde puisse l'admirer. J'ai bien hâte de voir par contre si la beauté de la couverture se traduit bien aussi dans les composantes de jeu. Parfois, on a certains jeux où la couverture est très belle, mais par contre, une fois qu'on ouvre la boîte, le tout est très drabe ou beige, comme on dit ici à l'école du jeu. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va dire au niveau des composantes. Sinon, Pandoria est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Et non, malheureusement, il n'y a pas la possibilité d'y jouer en solitaire avec ce que les règles nous proposent. Il y a toutefois, probablement des gens qui ont commencé à travailler sur des variantes ou des challenges en solitaire, mais 2 à 4 joueurs pour ce que la boîte nous propose. C'est un jeu d'une durée approximative de 1h30. C'est un jeu avec une petite saveur euro. Les joueurs vont incarner des représentants de race. On va voir ça dans quelques instants. On va avoir 3 ressources principales à gérer. Le bois, l'argent ou les pièces de monnaie et les cristaux. Chacune de ces ressources peut être utilisée pour différentes choses. Entre autres, l'argent va être utilisé pour récupérer des cartes qui peuvent être soit utilisées grâce à des cristaux pour lancer des sortilèges ou grâce au bois pour construire des bâtiments ou des monuments un peu plus tard. Donc, il y aura toute cette gestion de ressources, mais c'est un jeu également de placement de tuiles au cours de la partie et avec les tours qui s'enchaînent, nous allons placer des tuiles qui vont représenter les zones que nous allons explorer dans l'univers de Pandoria. Et donc, c'est un jeu également qui a une twist très agressive dans un sens. On n'est pas vraiment habitué à ça avec les jeux de type euro, mais c'est au niveau, plus nous allons explorer notre petit lopin de terre et plus il sera possible d'isoler les travailleurs de nos adversaires pour les faire disparaître du plateau. Alors, un petit aspect agressif dans un jeu qui semble très simple. J'ai bien hâte de voir comment ça se traduit. Nous avons donc ici la version multilingue. Je crois qu'il y a 4 langues dans le jeu, mais au niveau des composantes, tout est traduit par des icônes. Donc, il n'y aura que le livret de règles qui sera traduit en 4 différentes langues. Donc, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Première chose qu'on y retrouve, c'est justement notre livret de règles. Avec les 4 différents langages et oh là là, c'est pas très épais, donc on a certainement pas beaucoup de pages. Bon, ça c'est l'allemand, l'anglais. Allons voir la section française. Combien de pages pour les règles totales? Oh, ma foi. OK, alors les règles tiennent en 4 pages qui me semblent assez concises. Par contre, je crois que la profondeur du jeu vient réellement des choix, des actions qui vont se présenter aux joueurs en cours de partie plutôt que de ce qui va découler de leurs actions, de la complexité, de la profondeur des règles. Parce que niveau mécanisme, niveau mise en application, ça me semble très simple. On a les 5 premiers points ici qui traitent de la mise en place et par la suite les différentes actions que nous allons pouvoir effectuer. Je crois qu'il y a 4 ou 5 différentes actions qu'on peut effectuer avec les différentes variantes ou variables selon les actions qu'on réalise. La fin de la partie, le décompte final, les peuples. Donc oui, il y a la possibilité de jouer
une version de base où tous les peuples commencent avec des ressources différentes, mais n'ont pas nécessairement de pouvoirs différents. Il y a quelques éléments qui sont proposés pour les cartes avec lesquelles les races devraient commencer, mais sinon, la vraie version avec les règles avancées, chaque race commence avec des ressources différentes, mais également avec un pouvoir asymétrique qui lui est unique, et les cartes sont piochées au hasard. Il y a une petite variante en équipe qui me semble assez simple. C'est tout simplement que les joueurs on forme 2 équipes de 2 pour un total de 4 joueurs et on va additionner les scores des 2 équipes, des 2 personnes qui forment l'équipe pour avoir l'équipe gagnante au terme de la partie. Sinon, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a à la fin? On a peut-être 3 pages de description et d'explication des cartes, sortilèges, bâtiments, qu'on peut retrouver en cours de partie. Alors, wow! Vraiment, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi concis au niveau des règles. On continue notre exploration avec le petit mémo qui est juste ici. Un oubli dans le livret de règles. Alors, on a une carte sortilège qui n'avait pas été illustrée. On a donc ajouté la description ou plutôt l'explication de la carte juste ici. Alors, ça, on va garder ça précieusement dans notre livret de règles. On est vraiment rendu au cœur du jeu avec les composantes qui se trouvent juste ici. Nous avons des sacs refermables qu'on va mettre de côté. Les composantes en bois qui... en fait, je peux vous montrer quelques éléments de jeu. Alors, les joueurs vont en cours de mise en place récupérer les éléments de leur couleur. Nous avons ici les petits ouvriers qui ont une valeur de 1 et nous avons ici le chef ou le leader, si on veut, qui normalement est placé en dernier. On doit avoir placé tous ces ouvriers avant de placer notre chef de colonie ou chef de clan. Je dis normalement parce qu'il y a certaines races qui ont des avantages différents en lien avec l'utilisation de leur chef. Donc celui-ci vaut pour 2 ouvriers une fois qu'on l'a placé. Les joueurs ont également un petit marqueur de points de leur couleur, la couronne, et des marqueurs comme ceci qui vont être utilisés pour marquer, je crois qu'il y a différents symboles. En fait, ça c'est le symbole pour les cristaux, les différentes ressources qu'ils pourront récupérer en cours de partie, soit les cristaux, la monnaie et les bouts de bois, donc les rondins, le bois. Nous avons ici les plateaux individuels de joueurs selon les races. Chaque plateau est recto-verso. Nous avons le côté A qui est un peu plus simple, un peu plus générique pour les premières parties d'introduction, pour jouer avec des gens qui sont un peu moins habitués à l'asymétrie. Donc nous avons ici par exemple les nains du côté A qui commencent avec 2 cristaux, 8 pièces d'or et 5 rondins, alors que les elfes, c'est un peu différent, même si on est au côté A, 6 cristaux, 3 pièces d'or, 4 rondins. Mais si par contre on décidait de jouer du côté B, alors les ressources ont varié un peu. On est rendu à 2 cristaux, 10 pièces d'or, 5 rondins et chaque race a maintenant un pouvoir qui lui est unique. Entre autres, les nains ont toujours la possibilité de choisir entre 2 tuiles pour faire leur placement sur le terrain, alors qu'habituellement on a le choix, on n'a pas le choix, on doit placer celle que nous avons entre les mains. Les elfes, je crois, ne peuvent pas placer leur leader, ou en tout cas, je ne sais pas trop ça ici à quoi ça fait référence, mais peuvent déplacer leur ouvrier une fois qu'ils sont mis en place, alors que normalement, une fois qu'on place un ouvrier, il reste là jusqu'à ce temps qu'on décide de le retirer ou qu'un autre joueur nous en prive. Les hobbits ou les semi-hommes ou quelque chose comme ça ont la possibilité de, lorsqu'ils construisent, ils peuvent aussi, lorsqu'ils construisent un bâtiment ou un monument, ils peuvent en plus jouer une carte sortilège, alors qu'habituellement c'est l'un ou l'autre. Les mages ont la possibilité d'acheter des cartes en tout temps, alors que normalement on peut seulement le faire lorsqu'une zone est complétée. Ça me semble très intéressant. Et les humains, finalement, peuvent, si ma mémoire est bonne, placer leur leader ou leur chef à tout moment. Ils n'ont pas besoin de placer leurs 6 ouvriers avant de placer ce dernier. Alors, un petit aspect asymétrique qui me semble bien intéressant. Selon moi, c'est un incontournable. C'est pas quelque chose de très complexe qui est à introduire dans le jeu. Allons voir les cartes que nous avons
sous la main. Je vais essayer d'ouvrir ça rapidement. Donc, plusieurs cartes que nous avons ici avec un endos identique pour toutes. Alors, ça me semble être des cartes qui sont... je crois qu'on est censé avoir des... Ah non, ok, c'est toutes des cartes qui sont pas identiques, mais qui vont former un même et unique paquet. Donc, nous avons ici le coût d'achat de la carte. Si je décide de la récupérer, elle va me coûter une pièce d'or. Et par la suite, une fois qu'elle est dans ma main, je peux l'utiliser pour différentes choses, soit pour la partie du haut, c'est-à-dire de effectuer un sortilège, ou la partie du bas, c'est-à-dire de construire la carte. Par exemple, si je décide d'utiliser la partie du haut, faire le sortilège Acquire, comme acquérir quelque chose, ça va me coûter un cristal pour effectuer le sortilège. Dans ce cas-ci, ça me permet de récupérer l'une des cartes du marché gratuitement. Très très fort. Ou si j'essaie d'utiliser la partie du bas, pour un rondin, je peux construire le marché qui va me donner maintenant l'avantage qui est ici tant que cette carte-là va être visible. Et évidemment, il y en a tout plein avec chacun leur sortilège, mais également leur construction. Certaines cartes reviennent en double, du moins pour les sorts ou pour les sortilèges, mais pas nécessairement dans la même combinaison. Donc, chaque carte a différentes utilités. Selon si on décide de l'utiliser pour le sortilège, nous allons la placer dans la partie du haut de notre plateau juste ici. Et si on décide de construire le bâtiment, juste en bas, sous les différentes huttes, juste ici. Donc, nous n'aurons qu'un seul sortilège visible à la fois, alors qu'on pourrait avoir jusqu'à 5 bâtiments qui seront actifs en même temps. Donc voilà pour les cartes. On s'attaque maintenant à ce qui est en carton. Juste ici, pourquoi pas commencer par déplier le plateau qui était caché dans le fin fond de la boîte. Alors on a un plateau qui est recto seulement. Et voyons voir si je suis capable de vous montrer le plateau dans toute sa splendeur. Bon, on a un plateau qui, on en parlait un peu plus tôt là, avec le visuel de la boîte. J'ai vraiment l'impression que le visuel qui est ici, ou plutôt le visuel du jeu, ne rend pas comme gloire au visuel de la couverture. En fait, je suis convaincu que c'est le même artiste qui a fait les illustrations du jeu et celles de la couverture, mais on dirait que ces cartes-ci sont tellement comme... Le focus est tellement mis sur les icônes pour qu'on puisse les reconnaître facilement qu'on n'a pas comme quelque chose qui est... Avec les petits meeples ici qui sont placés sur les tuiles grises, là, on dirait qu'on perd justement un peu là, de la fantaisie de l'univers. On aurait pu avoir quelque chose vraiment de très très joli visuellement, mais... Encore une fois, je n'y ai pas joué. Peut-être qu'au côté mécanique, c'est excellent, impeccable. Laissez-moi donc me débarrasser du petit élastique qui est ici. Et si on jette un coup d'œil au plateau, je crois en fait qu'on devrait le placer de ce côté. On a les zones qui sont déjà imprimées sur le plateau. Les zones ici qui sont génériques seront formées de doubles tuiles aléatoires en cours de partie. On a des zones inexplorables avec les bateaux juste ici. Et c'est sur ces éléments, ces tuiles que nous allons faire expansionner, expandre ou développer notre territoire. On a également certains emplacements juste ici pour les cartes qui vont former le marché. Pour les cartes Pandoria, qui sont les cartes en fait qui vont composer le marché éventuellement. Un petit emplacement juste ici pour les monuments qu'on n'a pas encore vu, la piste de points et finalement des éléments pour la mise en place selon le nombre de joueurs. Donc nous avons ici tout ce qui est en carton, les cartes, les tuiles monuments plutôt, un petit marqueur si on dépasse les 50 points, si on dépasse les 100 points. Alors ça, c'est toujours bien quand on ajoute quelque chose comme ça, une petite déception. Moi, j'aime beaucoup, c'est pas quelque chose de très grave, mais j'aime beaucoup quand ces marqueurs-là sont également de la même couleur que les joueurs. Ça nous permet donc plus facilement de reconnaître qui a franchi la barre des 50 points. On peut mettre ça là, puis on peut savoir que le jaune a franchi les 50 points rapidement. Bon, alors c'est une petite suggestion, une petite préférence personnelle, mais rien de crucial. Je vous parle rapidement des monuments. Alors, ces monuments coûtent
tous, si ma mémoire est bonne, 8 rondins de bois, mais vont donner différents nombres de points. On va donc placer ces différents monuments, il y en a tout plein encore qui ne sont pas dépunchés, mais de façon à avoir la plus grande valeur sur le dessus, et ce sera alors une course aux monuments. Les premières personnes à pouvoir venir les construire vont récupérer ceux qui rapportent le plus de points, vont par la suite les construire sur leur plateau personnel par-dessus un bâtiment qu'ils avaient déjà construit. Par exemple, le marché qui est juste ici, je peux décider de renoncer à son pouvoir, construire un monument directement par-dessus si je l'ai déjà placé sous mon plateau personnel. Je devrais alors débourser la différence entre le coût de mon monument et le coût du bâtiment qui était juste en dessous. Mais par la suite, je renonce donc à tous les avantages qui étaient là-dessous, mais je m'assure d'avoir des points de victoire en fin de partie. Finalement, nous avons également les petites tuiles doubles juste ici qui sont en différents exemplaires qui, au début de la partie, vont être face cachée, vont former une espèce de pioche aléatoire dans laquelle les joueurs vont pouvoir piocher. Et au cours de notre tour, on a une tuile qui est devant nous, face cachée ou qui est secrète. En fait, les autres joueurs ne peuvent pas savoir ce qu'elle est cette tuile. Et en cours de partie, ce que nous allons faire, c'est de respecter les 5 différentes étapes sur notre plateau. La première étape étant la nécessité de placer une tuile qui est dans notre main, soit notre tuile double que nous avons piochée de façon aléatoire ou l'une de nos tuiles simples, tuile château que nous pourrons placer également, qui sera un peu plus facile parfois à placer ou à fermer les territoires avec celle-ci. Lorsqu'on place une tuile, comme dans la plupart des jeux de placement de tuiles, celle-ci doit communiquer avec des tuiles qui sont préalablement imprimées ou placées sur le territoire du plateau, comme ceci. La prochaine étape serait de placer, si on le désire, un ouvrier sur l'une des deux zones de la tuile qu'on vient de placer pour réclamer ce territoire, ou de retirer un ouvrier de notre couleur, peu importe où il est placé, sur le plateau. La troisième étape serait, si on le désire, de jouer une carte, soit pour sa partie sortilège, en payant les cristaux demandés, sa partie construction, en payant le bois demandé, ou construire un bâtiment, advenant le cas où c'est possible pour nous. Finalement, la quatrième étape est de vérifier si en plaçant cette tuile, nous avons fermé un territoire. Alors si j'essaie de vous donner un exemple rapide d'un territoire qui serait fermé, je vais essayer de vous donner un exemple rapide si je le peux. Alors voyons voir, advenant le cas où nous aurions les tuiles positionnées de cette façon et qu'à mon tour, je décide de venir apposer cette tuile de cette façon-ci. Je viens d'isoler le territoire de cristaux juste ici. Alors, le territoire est formé de deux différentes tuiles. On a 3 cristaux qui sont parmi ces tuiles et tout autour, ce sont des territoires qui sont différents. Donc, la zone est terminée. On procéderait donc au décompte de cette zone et tous les ouvriers qui sont autour, immédiatement adjacents à cette zone, pourraient récolter les ressources qui s'y trouvent, peu importe si c'est leur tour ou non. Alors, en fermant les territoires, il faut faire bien attention parce que on peut aider les autres. En fait, on va aider les autres. Par contre, si des ouvriers, peu importe à qui ils appartenaient, sont placés sur ce territoire, on les retire du plateau et ils devront être placés ailleurs au cours des prochains tours, d'où l'aspect un peu plus agressif du jeu. Par la suite, une fois qu'une zone a été scorée ou qu'on a fait le décompte, il est possible pour les joueurs d'aller récupérer l'une des cartes qui forment le marché, juste en bas, en payant le coût de la carte qu'il désire récupérer. C'est la seule possibilité pour le joueur dont c'est le tour qui a déclenché le décompte d'une zone de récupérer des cartes, à moins d'incarner les représentants des mages qui pourraient acheter ces cartes à tout moment. Et finalement, la dernière étape est tout simplement de piocher une nouvelle tuile pour les prochains tours. Et nous allons procéder ainsi jusqu'à la fin de la partie. La fin de la partie est déclenchée lorsqu'un joueur ne peut plus piocher de tuiles. À ce moment, nous allons terminer le tour jusqu'au premier joueur et ce sera la fin de la
partie. Il y a évidemment quelques petites circonstances en fin de partie qui vont peut-être nous donner certains points supplémentaires. J'ai pas parlé également de la possibilité de marquer des points si nos ressources sont à pleine capacité. Donc voilà pour Pandoria. Je vous ai fait un petit survol rapide des règles, présentation de ce que je connaissais de ce jeu. Un jeu qui a reçu beaucoup de gloire ou d'acclamation de la part de l'équipe de Dice Tower, de l'équipe de Tantrum House, également de Rado, mais pourtant un jeu qui n'a pas soulevé beaucoup d'attention sur lui de la part de la communauté, un jeu qui a passé sous le radar de plusieurs. Je crois que c'est un jeu qui semble très simple dans son application, seulement 4 pages de règles assez sommaires, comme on en a parlé un peu plus tôt. Par contre, la complexité du jeu vient de l'aspect de timing, de profiter du placement des autres, les cartes qu'on récupère, comment on décide de les utiliser. Alors, j'ai bien hâte d'explorer Pandoria. Je suis bien curieux de voir également si c'est un jeu qui tourne bien à 2 joueurs ou si c'est plus intéressant d'y jouer à 4. J'ai hâte de tester les différentes races pour voir si tout ça est bien balancé. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur Pandoria sous la vidéo. Est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intrigue dans ce jeu? Qu'est-ce qui vous inquiète? Avez-vous eu l'occasion d'y jouer? Laissez-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Envoyez-moi un pouce vers le haut également et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour découvrir encore plus de nouveautés et de jeux qui méritent un peu plus d'attention. Alors moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.